Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et de Check First, avec Guillaume Kuster et Sophie Bonnebuel-Chénaud. Odile, le podcast est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Odile, le podcast. Nous parlerons éducation aux médias aujourd'hui et particulièrement des meilleures façons de toucher les publics avec des contenus d'EMI à l'heure des réseaux sociaux et des messageries privées comme WhatsApp par exemple. Avec moi pour animer le podcast, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et pour parler de l'efficacité de la diffusion de l'éducation aux médias, nous recevrons dans ce podcast Sarah Abdallah, qui dirige entre autres le centre de mentorat Diginet en arabe. Elle nous rejoindra depuis le Liban. Et ce centre forme des startups et des initiatives dans le domaine de l'information. Elle leur apprend particulièrement comment atteindre au mieux leur public, notamment avec des contenus d'EMI. L'éducation aux médias représente une base vitale pour la stabilité et le progrès des sociétés et le centre de mentorat pour les startups en Afrique du Nord et Moyen-Orient. On a travaillé avec plus de 70 entrepreneurs. Avant d'entendre Sarah plus en détail, faisons un tour d'horizon de l'actualité francophone de la lutte contre les désordres de l'information. Et on commence avec cet événement en France, le festival Infox sur scène. Il aura lieu à Paris les 2 et 3 avril prochains. Et Infox sur scène, c'est le rendez-vous de la communauté francophone qui travaille sur les infox et la vérification des faits, avec un accent prononcé sur la rigueur scientifique des travaux présentés. Il rassemble ONG, journalistes, spécialistes des secteurs de l'informatique et de la recherche, bien sûr. Et parmi les thématiques au programme cette année, les présentations retenues traiteront des meilleures méthodologies pour détecter les fausses nouvelles, de l'impact de ces dernières sur l'opinion publique et les décisions politiques, ou encore de l'étude des facteurs de vulnérabilité des individus face aux infox. Tout un programme à découvrir donc les 2 et 3 avril prochains, ce sera à l'Académie du Climat à Paris, et vous trouverez le lien d'inscription dans les notes d'épisode. Une idée de formation maintenant, bien à propos, alors que le Sénégal vient d'élire son nouveau président et que près de la moitié du globe vote en 2024, l'AFP propose une formation en ligne. Son nom, Combattre la désinformation en période électorale. Ce cours est accessible en ligne à toutes et tous. Toujours à propos d'élections, nous vous conseillons la lecture de cet article du GIJN. Les autrices de ce papier se sont entretenues avec des femmes journalistes d'investigation du monde entier. Objectif : connaître leurs meilleures pratiques en matière de couverture des élections. Ce papier est disponible en français sur le site de l'Organisation de journalisme d'investigation. J'ai fait mes propres recherches sur Internet et je peux te dire que, et cette phrase est souvent l'annonce d'une litanie de désinformation. On a tous déjà entendu au moins quelqu'un dans notre entourage attraper au vol une conversation sur les vaccins, sur la politique, en ces termes-là. Et oui, on pense encore à nos fameux oncles et tantes. Mais si je vous parle de tout ça, c'est pour souligner une revue de littérature très intéressante du Canadien Pascal Lapointe pour l'agence Science Presse. Il s'intéresse à la trop grande confiance qu'ont les humains en leur capacité à se documenter, particulièrement en utilisant les moteurs de recherche comme point de départ. En résumé, et on le sait bien dans ce podcast, ce n'est pas parce que c'est sur Google que c'est vrai. Vides informationnels, techniques de propagandistes, fiabilité des sources. Le podcast Odile vous recommande chaudement la lecture de cet article de Pascal Lapointe à retrouver dans les notes d'épisode. Et on termine par ce rapport de l'OCDE, les faits sans le faux, lutter contre la désinformation, renforcer l'intégrité de l'information. Il a été diffusé début mars. Objectif de ce rapport, aider les pays membres à relever le défi mondial de la désinformation en leur offrant un cadre d'action commun. Parmi les priorités de l'OCDE, inciter les démocraties à s'engager pour la pluralité et la qualité des espaces informationnels, mais aussi soutenir la liberté d'opinion et d'expression. Ce rapport encourage également la prise de mesures pour renforcer la responsabilité et la transparence des plateformes en ligne. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir dans ce podcast Sarah Abdallah, Sophie. Oui, Sarah Abdallah, qui est une journaliste libanaise, qui est également responsable éditoriale et réseaux sociaux Diginet en arabe, et elle est également responsable de programme du Centre de mentorat pour les startups, mis en place par l'organisation américaine dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Bonjour Sarah. Bonjour Sophie et bonjour Guillaume. C'est un grand plaisir de vous rejoindre aujourd'hui. Merci pour cet épisode.
Merci beaucoup à vous de prendre le temps de nous rejoindre et de parler de ces questions cruciales d'éducation aux médias. On sait à quel point elles sont importantes pour lutter contre les désordres de l'information. La première question que j'aimerais vous poser, parce qu'on connaît l'importance des messageries privées comme WhatsApp par exemple dans la région MENA, mais aussi par ailleurs dans la francophonie. Euh, Est-ce que ça peut être un vecteur d'éducation aux médias aussi, ces messageries, et comment être efficace par exemple sur WhatsApp? Je veux mentionner ici que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de commémorer la semaine de l'éducation aux médias et à l'information en octobre, invoquant la nécessité de diffuser des informations ciblées, claires, accessibles et fondées sur des données scientifiques. Alors, pour revenir à la question, pour être efficace dans l'éducation aux médias et à l'information sur les réseaux sociaux, et les messageries comme WhatsApp, il est très important d'être proche du public, de le comprendre et connaître ses besoins et créer un contenu adapté à ce public cible en utilisant des exemples concrets et clairs. Et aussi, il existe de nombreuses institutions qui publient des informations et pour cette raison, il est nécessaire de se démarquer et de créer une identité médiatique particulière. Et aussi, dans le langage chiffré, si on peut parler à propos de WhatsApp dans le monde en 2024 rapidement, il y a 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels sur WhatsApp dans le monde et le temps passé en moyenne par mois sur WhatsApp dans le monde est environ 17 heures par mois. 34,2% des utilisateurs s'en servent pour s'informer ou lire l'actualité. Justement, Sarah, comment les organismes d'éducation aux médias et à l'information peuvent-ils vraiment s'en servir pour toucher les publics? Et je pense notamment aux jeunes publics qui sont souvent friands de ces messageries. Oui, Sophie, ce sujet, on travaille beaucoup sur ce sujet dans le centre de mentorat et c'est à propos du public, de l'audience et de comprendre et savoir le public cible, et ses besoins, s'il est jeune ou d'autres âges. Il faut avoir ce public et ses besoins en matière d'éducation aux médias, ses habitudes, les réseaux sociaux qu'il utilise le plus, le type de contenu qu'il consomme. Pour connaître ces informations, on recommande les institutions médiatiques de créer les personas. Ce sont les profils type fictifs correspondants qui aident à comprendre la logique des consommateurs en marketing. Et ici, dans notre travail, c'est le public ou l'audience. Alors, on peut créer le persona pour l'audience, pour savoir leurs objectifs, leurs habitudes de consommation et leur mode de pensée. Et il y a beaucoup des outils d'intelligence artificielle qui peuvent aider dans cette tâche, comme Tascad, comme Perplexity et autres. Alors, il y a quelques points focaux pour toucher les publics, pour revenir sur la question exacte. Et ces points sont présenter le contenu dans un format plus attrayant et adapté au public, modifier le contenu pour qu'il soit adapté au support à travers lequel il est présenté, par exemple radio, télévision, articles écrits, podcasts, etc. Utiliser les termes les moins complexes et fournir une explication si nécessaire. Utiliser des phrases courtes et ciblées. Utiliser des images si on parle à propos des photos, des vidéos de manière appropriée. Et alors aussi, on peut recommander de fournir des preuves dans le premier paragraphe ou la première phrase. Et aussi de mettre un objectif et l'objectif doit être clair pour l'audience. Ainsi, il est nécessaire, comme on a dit, de promouvoir la pensée critique chez l'audience et d'essayer de les éduquer à vérifier les sources
à identifier les fake news et analyser de manière critique le contenu qu'ils rencontrent sur les réseaux sociaux et sur les groupes WhatsApp. Et aussi, les journalistes peuvent favoriser le dialogue ouvert et les discussions constructives et respectueuses sur les enjeux liés aux médias et à l'information et créer un environnement où les utilisateurs se sentent à l'aise de poser des questions et d'échanger des points de vue. Alors justement, on reviendra sur ces questions de l'interaction avec le public qui est très intéressante, mais Sarah, j'aimerais revenir un instant sur ce que vous disiez à propos de promouvoir l'éducation aux médias sur, par exemple, WhatsApp. Ce que j'ai entendu de votre réponse tout à l'heure, c'était de dire on a besoin d'être reconnu, d'être identifié, et on doit montrer des exemples qui parlent au public. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur la manière dont vous avez pu créer votre marque reconnaissable sur WhatsApp, par exemple? Quand j'ai dit qu'il est très nécessaire de comprendre le public cible, alors on va savoir si ce public, premièrement, l'âge, la région, si l'Internet est accessible, par exemple, dans une région, alors on peut faire une vidéo long pour le publier et cette audience peuvent regarder la vidéo. Sinon, peut-être ils vivent au village. On doit faire quelques épisodes sur les radios. Sinon, un article écrit. Alors, c'est pour cela on étudie le persona pour savoir le type de contenu que l'audience consomme et ainsi on peut faire le support de notre information, de notre reportage. On peut choisir la forme ou le format selon ce que consomme l'audience. J'avais juste une autre question, Sarah, par rapport au centre de mentorat dont vous avez la charge. Est-ce qu'il y a des organisations, des startups médias que vous accompagnez qui se sont saisies de ces questions et notamment du lien avec les publics via WhatsApp et les réseaux sociaux d'ailleurs? Oui, l'éducation aux médias représente une base vitale pour la stabilité et le progrès des sociétés. Et ici, dans le programme de mentorat ou le centre de mentorat pour les startups en Afrique du Nord et Moyen-Orient, on a travaillé avec plus de 70 entrepreneurs dans le secteur des médias depuis le lancement en 2014. On joue un rôle actif pour éduquer les participants, pour savoir l'audience et où ils peuvent trouver leur audience. Et on joue un rôle dans la promotion de l'éducation aux médias auprès des jeunes hommes et femmes qui ont contribué à l'incubation d'un grand nombre d'entrepreneurs médiatiques. Et par exemple, on a un podcast présenté par Cyrine Abidi de Tunisie. Elle a présenté un projet intégré réunissant les auditeurs d'information et les étudiants et dont les résultats ont été des réseaux locaux et un audio guide et un groupe de programmes numériques dans lesquels il y a l'intelligence artificielle et la vérification. On a Ahmad Atif d'Égypte. Il a également travaillé à travers son projet Radar. C'est une newsletter spécialisée dans la vérification des informations à améliorer l'éducation aux médias dans les exercices de vérification de contenu. Aussi, on a la journaliste d'investigation yéménite Qouboul Absi. Elle a également travaillé à la création d'un projet d'éducation. Et aussi, on a de l'Algérie Samira Dahri qui a organisé des ateliers sur les médias et informations pour les étudiants sur l'éducation. Alors, ce
ce projet vise à sensibiliser les jeunes à l'importance de l'éducation aux médias et à leur donner les moyens de penser de manière critique. Le développement du sens critique, c'est extrêmement important et on manquera pas de mettre les liens vers les différentes initiatives et influenceurs, j'allais dire, que vous avez cités. Et justement, j'aimerais vous parler de l'utilisation d'influenceurs ou de personnes peut-être qui sont plus en phase avec les publics qu'on va viser. On sait qu'un des problèmes des médias traditionnels, c'est par exemple avec des journalistes quinquagénaires de s'adresser à des jeunes publics. Comment est-ce que vous gérez ce problème-là pour l'éducation aux médias? Il faut choisir ou utiliser des gens qui ont envie de s'investir dans ces questions-là, mais qui n'ont pas forcément toutes les compétences et doivent passer par votre centre de mentorat? Oui, alors à propos les influenceurs des réseaux sociaux, comme on connaît, n'ont pas reçu la même formation éditoriale que nous, les journalistes, ou tous les journalistes professionnels ont eu. Les consommateurs ou l'audience ici dans les médias se tournent de plus en plus vers les influenceurs pour s'informer et il y a des chiffres. Je veux citer, selon une étude de l'Institut de Reuters et de l'Université d'Oxford, 55% des personnes qui utilisent TikTok pour s'informer et 52 de celles qui utilisent Instagram pour s'informer se tournent vers les influenceurs. Et ces chiffres sont bien supérieurs de l'audience qui consulte les médias traditionnels pour s'informer sur les plateformes et surtout chez les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux et les applications comme le TikTok et Instagram. Ainsi, sur la base de ces chiffres que j'ai cités, les journalistes peuvent collaborer avec les influenceurs pour mieux informer, éduquer et fournir des informations précises au public. Et on a beaucoup d'exemples, parmi eux le projet Facts Matter, visant à connecter les organisations de vérification et les influenceurs sur les réseaux sociaux. Les conseils, dans ce cas-là, le rôle des influenceurs, on peut dire que les conseils pour les journalistes pour collaborer avec les influenceurs sont sélectionner des influenceurs qui ont attiré l'audience autour de problèmes particuliers et spécialement des problèmes sociaux et économiques. Ne pas choisir des influenceurs partisans ayant des tendances politiques manifestes et clarifier les conditions d'engagement à l'audience, être clair avec l'audience. Et c'est important de mentionner l'importance de la collaboration, non pas seulement avec les influenceurs, mais aussi avec les éducateurs, les institutions comme les écoles, les organisations communautaires, pour intégrer l'éducation aux médias et à l'information dans les programmes scolaires et les initiatives en général. Vous le disiez à l'instant, Sarah, l'importance des influenceurs est majeure. Je me demandais quand même, dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, quel est le canal, j'allais dire, préféré des influenceurs? Est-ce qu'ils communiquent davantage par X? Est-ce qu'ils communiquent davantage par WhatsApp? Quel est le canal favori? Oui, aussi au Moyen-Orient, chaque pays préfère, ou l'audience dans chaque pays préfère un canal. Par exemple, si on veut dire à propos de WhatsApp, WhatsApp est la troisième application des réseaux sociaux la plus utilisée dans le monde après YouTube et Facebook. Alors, on a beaucoup d'usages pour WhatsApp. Je n'ai pas des chiffres maintenant dans la région, mais dans chaque pays, par exemple, on voit dans quelques pays, ils préfèrent Snapchat. Dans quelques pays, Instagram. C'est alors pour cela, chaque journaliste va étudier la tendance du public dans son pays.
parce qu'il n'y a pas des chiffres généraux pour la région. Chaque pays a des tendances et des préférences. Très bien. Lorsque les journalistes cherchent à collaborer avec les influenceurs, comment est-ce qu'ils sont reçus par ces communautés-là? Est-ce que ils sont accueillis avec bienveillance ou est-ce que ils peuvent être parfois suspicieux qu'on essaye de les utiliser? Pour être honnête ou sincère avec notre public et aussi dans notre travail pour maintenir le professionnalisme, il faut, par exemple, quand parler avec un influenceur pour collaborer dans un projet, de ne pas payer pour cet influenceur. Par exemple, quand on paye ou quand on parle de l'argent, je crois que ici on est loin de la mission qu'on veut transférer. C'est pour cela il faut choisir des influenceurs dans les domaines sociaux et économiques ou si on veut payer, d'être sincère et de clarifier les conditions d'engagement entre nous, les journalistes et les influenceurs à l'audience. Est-ce que, Sarah, vous pourriez nous donner 3 conseils comme ça pour tous ceux qui voudraient se lancer dans l'éducation aux médias et à l'information sur WhatsApp? 3 conseils simples à retenir et à mettre en place où que l'on soit dans l'espace francophone. Alors, les conseils, je crois qu'on a parlé à propos des messageries. Il faut bien étudier les communautés, les habitudes, les tendances, savoir aussi la conscience digitale, si on peut dire, et travailler selon, يعني, faire ou créer un contenu selon les besoins de l'audience. Aussi, pour les journalistes, ils peuvent lire beaucoup de ressources et ils doivent avoir la culture médiatique de lire beaucoup de ressources, des études pour pouvoir travailler. Un grand merci Sarah pour ces retours d'expérience et ces partages de bonnes pratiques sur les bonnes manières de faire de l'éducation aux médias à destination notamment des jeunes publics. On sait que ce sont des cibles qui sont difficiles à atteindre et on rappelle que vous êtes responsable éditorial et réseaux sociaux d'Iginet en arabe et responsable de programme au Centre de mentorat pour les startups mis en place en Afrique du Nord et en Moyen-Orient en arabe. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, on ne manquera pas de mettre dans les notes d'épisode tous les liens vers les ressources et les initiatives que vous nous avez pointées dans ce podcast. Merci beaucoup Guillaume et merci Sophie, c'est un plaisir. Mais merci beaucoup Sarah. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile le podcast sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et retrouvez toutes les actualités d'Odile sur le site odile.org, odil.org et sur X Odile Plateforme.